La servante écarlate, chapitre 20. L'escalier principal est plus large que le nôtre, avec une rampe incurvée de part et d'autre. Là-haut, j'entends une mélopée de femmes qui sont déjà arrivées. Nous gravissons l'escalier à la queue leu-leu, en prenant garde de ne pas marcher sur les hurlets traînant les unes des autres. À gauche, les doubles portes de la salle à manger sont repliées. Et à l'intérieur, je vois une longue table recouverte d'une nappe blanche et garnie d'un buffet. Jambon, fromage, oranges. Il y a des oranges ? Pain et gâteaux tout frais sortis du four. Quant à nous, nous aurons du lait et des sandwichs, sur un plateau plus tard. Mais pour elle, il y a une fontaine à café et des bouteilles de vin. Car pourquoi les épouses ne se guiseraient-elles pas un peu à l'occasion d'un jour aussi triomphal ? D'abord, elles attendront les résultats, puis elles se goinfreront. Elles sont maintenant réunies dans le salon, de l'autre côté de l'escalier, à encourager l'épouse du commandant des lieux, l'épouse de Warren. C'est une petite femme, fluette, elle gît par terre, vêtue d'une chemise de nuit en coton blanc, ses cheveux grisonnants répandus comme du mildiou sur le tapis. Elle ramasse son ventre menu, comme si elle était vraiment sur le point d'accoucher. Le commandant, bien sûr, n'est nulle part en vue. Il s'est retiré là où vont les hommes en pareille occasion, dans quelques cachettes. Probablement est-il à se demander quand sa promotion va être annoncée. Il est sûr d'en obtenir une à présent. De Warren est dans la chambre à coucher des maîtres, qui porte bien son nom. C'est là où le commandant et son épouse se couchent tous les soirs. Elle est assise sur leur lit, grand format, soutenue par les oreillers. Janine, enflée, mais réduite, amputée de son ancien nom. Elle porte une chemise de coton blanc retroussée sur ses cuisses. Ses longs cheveux couleur jeunesse sont tirés en arrière et attachés sur la nuque pour ne pas la gêner. Elle a les yeux étroitement fermés. Telle qu'elle est, je peux presque l'aimer. Après tout, elle est l'une des nôtres. Qu'a-t-elle jamais voulu d'autre que vivre sa vie aussi agréablement que possible ? Que souhaitons-nous de plus, les unes et les autres ? Le mot possible. C'est là le piège. Elle ne se débrouille pas trop mal, compte tenu des circonstances. Deux femmes que je ne connais pas sont debout à ses côtés, à lui étreindre les mains où elle les leurs. Une troisième soulève la chemise de nuit, verse de l'huile pour bébé sur son ventre en tumulus, masse vers le bas. À ses pieds se tient tante Élisabeth, vêtue de sa robe kaki à poche militaire sur la poitrine. C'est elle qui faisait le cours de gynéco. Je n'aperçois d'elle que le côté de sa tête, son profil. Mais je sais que c'est bien elle, ce nez proéminent et ce beau menton sévère. À côté d'elle est posée la chaise d'accouchement, avec son double siège, celui de l'arrière dominant l'autre comme un trône. Elles n'y placeront pas Janine avant qu'il soit temps. Les couvertures sont prêtes, le petit baquet pour le bain, le bol à glaçons à sucer pour Janine. Les autres femmes sont assises en tailleur sur le tapis. Il y en a une foule, toutes celles du district sont censées être là. Elles doivent être 25, 30. Tous les commandants n'ont pas de servante. Certaines de leurs épouses ont des enfants. À chacun selon ses capacités, dit le slogan. À chacun selon ses besoins. Nous récitions cela à 3 reprises après le dessert. C'était tiré de la Bible. Du moins l'affirmait-il. Saint Paul, encore, dans les Actes des Apôtres. Vous êtes une génération de transition, disait tante Lydia. C'est pour vous que c'est le plus dur. Nous savons quels sacrifices sont attendus de vous. C'est dur quand les hommes vous humilient. Pour celles qui viendront après vous, ce sera plus facile. Elles accepteront leur devoir de bon cœur. Elles ne disaient pas parce qu'elles n'auront pas de souvenir de quoi que ce soit d'autre. Elles disaient parce qu'elles ne désireront pas que ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Une fois par semaine, nous avions du cinéma, après le déjeuner et avant notre sieste. Nous étions assis sur le sol de la salle d'économie ménagère, sur nos petites nattes grises, à attendre, tandis que tante Helena et tante Lydia bataillaient avec l'appareil de projection. Si c'était un jour de chance, elles ne bobineraient pas le film à l'envers. Cela me rappelait les cours de géographie au lycée, où j'allais il y a plusieurs milliers d'années, où on nous projetait des films sur le reste du monde. Femmes en jupe longue, en robe de coton imprimée bon marché, transportant des fagots de brindilles ou des paniers ou des seaux en plastique plein d'eau, puisés à quelques rivières, portant des bébés en bandoulière, retenus contre elles par un châle ou un élinge.
en filet qui nous regardait depuis l'écran en louchant d'un air apeuré parce qu'elle savait qu'on leur faisait quelque chose avec une machine à œil de verre unique, mais elle ne savait pas quoi. Ces films étaient réconfortants mais légèrement ennuyeux. Ils me donnaient sommeil, même lorsque des hommes apparaissaient à l'écran, les muscles nus, à piocher des terres dures à l'aide de houes et de pelles. Je préférais voir des films avec des danses, des chants, des masques de cérémonie, des instruments sculptés pour faire de la musique. Plumes, boutons de cuivre, coquillages, tambours. J'aimais observer ces gens quand ils étaient heureux, pas quand ils étaient misérables, affamés, émanciés, à s'escrimer à mort dans un travail simple, le creusement d'un puits, l'irrigation des terres. Problème que les nations civilisées avaient depuis longtemps résolu. Je pensais que quelqu'un devrait juste leur donner la technique et les laisser s'en servir. Tante Lydia ne montrait pas ce genre de film. Parfois, elle projetait un vieux film porno des années 70 ou 80. Femmes agenouillées à sucer des pénis ou bites, femmes attachées ou enchaînées ou portant des colliers de chien autour du cou, femmes suspendues à des arbres ou la tête en bas, nues, jambes écartées, des femmes qu'on violait, battait, tuait. Une fois, nous avons dû assister au spectacle d'une femme que l'on découpait lentement en morceaux, à qui l'on tranchait les doigts et des seins avec des cisailles de jardinier, dont on ouvrait le ventre pour en extraire les intestins. Réfléchissez à l'autre option, disait tante Lydia. Vous voyez ce qui se passait ? Voilà ce qu'il pensait des femmes dans ce temps-là. Sa voix tremblait d'indignation. Moira disait plus tard que ce n'était pas réel, que c'était tourné avec des mannequins. Mais c'était difficile de voir la différence. Parfois, le film était ce que tante Lydia appelait un documentaire sur les antifemmes. Imaginez, disait tante Lydia, perdre leur temps ainsi alors qu'elles auraient pu s'occuper à quelque chose d'utile. En ce temps-là, les antifemmes perdaient toujours leur temps, on les y encourageait. Le gouvernement leur donnait de l'argent précisément dans ce but. Attention, certaines de leurs idées étaient assez bonnes, poursuivait-elle, avec dans la voix une suffisance autoritaire de quelqu'un qui est en mesure de juger. Mais attention seulement certaines, disait-elle en minaudant, levant l'index et le trimoussant dans notre direction. Mais c'était des sans-dieux, et cela peut faire toute la différence, n'est-ce pas ? Je suis assise sur ma natte, les mains croisées, tante Lydia fait un pas de côté pour dégager l'écran, la lumière s'éteint, et je me demande si je peux, dans le noir, me pencher loin vers la droite sans être vue, et chuchoter à ma voisine. Qu'est-ce que je chuchoterais ? Je dirais « As-tu vu Moira ?» parce que personne ne l'a vue. Elle n'a pas assisté au petit déjeuner. Mais la pièce, quoiqu'obscurcie, n'est pas assez sombre. Alors je branche mon esprit sur le circuit d'attente qui passe pour retenir l'attention des spectateurs. Ils ne jouent pas la bande sonore pour les films comme celui-ci, mais nous y avons droit pour les films porno. Ils veulent que nous entendions les cris, les grognements et les hurlements de ce qui est supposé être le comble de la douleur ou du plaisir ou les deux à la fois, mais ils ne veulent pas que nous entendions ce que disent les antifemmes. D'abord apparaît le titre et quelques noms, caviardés sur le film au crayon gras, pour que nous ne puissions pas les lire. Puis je vois ma mère. Ma jeune mère, plus jeune que dans mon souvenir, aussi jeune qu'elle a dû l'être un jour avant ma naissance. Elle porte le genre de tenue qui, d'après tante Lydia, était typique des antifemmes de ces temps-là. Une salopette en jean, sur une chemise à carreaux verts et mauve, et des baskets. Le genre de vêtements que Moira portait jadis, et que je me souvenais avoir porté moi-même, il y a bien longtemps. Ses cheveux sont fourrés dans un foulard, mauve noué sur sa nuque. Elle a le visage très jeune, très sérieux, voire joli. J'ai oublié que ma mère avait été un jour aussi jolie et aussi décidée. Elle est dans un groupe d'autres femmes, habillées dans le même style qu'elle. Elle tient un bâton. Non, en fait, ça fait partie d'une banderole, c'est un manche. La caméra remonte en panoramique et nous voyons l'inscription, à la peinture, de ce qui a dû être un drap de lit. Reprenez la nuit. Ceci n'a pas été caviardé, même si nous ne sommes pas censés le lire. Les femmes autour de moi retiennent leur souffle. Il y a un mouvement dans la pièce, comme un prisoli de vent dans l'herbe. Est-ce un oubli ? Est-ce que nous avons réussi à rafler quelque chose ? Ou est-ce quelque chose qu'on veut nous montrer pour nous rappeler l'insécurité des jours anciens ? Derrière cette pancarte, il y en a d'autres, et la caméra les balaye rapidement. Liberté de choisir. Chaque enfant doit être désiré. Reconquérons nos corps. Croyez-vous que la place d'une femme soit sur la table de la cuisine ?
Sous ce dernier slogan, il y a un dessin, avec les traits d'un corps de femme couché sur la table, avec du sang qui en dégouline. Maintenant, ma mère avance. Elle sourit, elle rit. Elles avancent douces, toutes, et brandissent le poing en l'air. La caméra se déplace sur le ciel, où montent les centaines de ballons suivis de leurs ficelles. Des ballons rouges avec des cercles peints dessus. Un cercle qui a une queue comme une queue de pomme. La queue est une croix. Retour sur terre. Ma mère est perdue dans la foule à présent. Je ne la vois plus. Je t'ai eu à l'âge de 37 ans, me disait ma mère. C'était un risque. Tu aurais pu être mal formé ou autre chose. Tu étais un enfant désiré. Cela, oui. Mais... Et si tu savais les saloperies que j'ai dû entendre dans certains milieux? Ma plus vieille amie, Tricia Foreman, m'a accusée d'être nataliste, la connasse. Par jalousie, j'ai pensé. Certaines des autres étaient correctes. Mais quand je me suis trouvée enceinte de 6 mois, il y en a plein qui se sont mis à m'envoyer des articles qui expliquaient que le taux de malformation congénitale monte en flèche après 35 ans. J'avais bien besoin de cela. Et des trucs sur la difficulté d'être mère célibataire. Mettez-vous ça où je pense, je leur ai dit. J'ai entrepris quelque chose et j'irai jusqu'au bout. À l'hôpital, ils ont inscrit primipare âgé sur ma page. Je les ai vus faire. C'est comme cela qu'on vous désigne quand vous avez un premier enfant à plus de 30 ans. 30 ans, nom d'un chien. Connerie, je leur ai dit. Sur le plan biologique, j'ai 22 ans. Je pourrais vous battre à la course quand je voudrais. Je pourrais avoir des triplés et sortir d'ici sur mes 2 jambes pendant que vous seriez encore à essayer de vous sortir du lit. Quand elle disait cela, elle pointait le menton en avant. Je me souviens d'elle ainsi, le menton en avant, un verre posé devant elle sur la table de la cuisine. Non pas jeune et décidée comme elle était dans le film, mais sèche, irascible, le genre de vieille femme qui ne laisse personne lui carotter sa place dans la file d'attente du supermarché. Elle aimait venir chez moi prendre un verre pendant que Luc et moi préparions le dîner, et nous dire ce qui n'allait pas dans sa vie, qui glissait invariablement vers ce qui n'allait pas dans la nôtre. Elle avait alors les cheveux gris, bien sûr. Elle refusait de les teindre. « Pourquoi faire semblant ?» disait-elle. « De toute façon, à quoi bon? Je ne veux pas d'un homme chez moi. À quoi servent-ils en dehors des 10 secondes qu'il vous faut pour faire la moitié d'un bébé? Un homme, c'est juste une stratégie de femme pour fabriquer d'autres femmes. Ce n'est pas que ton père n'ait pas été un gentil type, et tout, mais il n'était pas fait pour la paternité. D'ailleurs, je ne me faisais pas d'illusions là-dessus. Fais juste le boulot, et puis tu peux te tirer, j'ai dit. Je gagne correctement ma vie, je peux payer la garderie. Alors, il est parti sur la côte, et il envoya une carte à Noël. Il avait de beaux yeux bleus pourtant, mais il leur manque quelque chose, même aux gabiens. C'était comme s'ils étaient constamment distraits, comme s'ils n'arrivaient pas tout à fait à se rappeler qui ils sont. Ils regardent trop le ciel. Ils perdent le contact avec leurs pieds. Ils n'arrivent pas à la cheville des femmes. Sauf qu'ils savent mieux réparer les voitures et jouer au football. Tout ce qu'il nous faut pour améliorer la race humaine, pas vrai? C'est ainsi qu'elle parlait, même devant Luc. Cela ne me dérangeait pas. Il la taquinait en jouant les machos, il lui disait que les femmes étaient incapables de pensée abstraite. Elle se servait un autre verre et lui lançait un sourire. Sale macho, disait-elle. Ce qu'elle est cocasse, me disait Luc, et ma mère prenait un air rusé, presque sournois. C'est mon droit, disait-elle. Je suis assez vieille. J'ai déjà donné. J'ai l'âge d'être cocasse si ça me plaît. On me presserait le nez qu'il en sortirait encore du lait. Cochonnet, j'aurais dû dire. Quant à toi, me disait-elle, tu es juste un retour de flamme, un feu de paille. L'histoire m'absoudra. Mais elle ne tenait pas de pareils propos avant d'avoir bu son 3e verre. Vous les jeunes, vous n'appréciez rien, disait-elle. Vous ne savez pas ce que nous avons dû subir, juste pour vous amener où vous êtes. Regardez-le à couper ses carottes. Est-ce que vous savez sur combien de vies de femmes, sur combien de corps de femmes, les chars d'assaut ont dû rouler pour arriver où nous sommes? Faire la cuisine est mon passe-temps, disait Luc. Cela m'amuse. Passe-temps, passe-partout, disait ma mère. Pour moi, tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Il fut un temps où tu n'aurais pas eu le droit d'avoir ce genre de passe-temps, où on t'aurait traité de pédale. Allons, mère, disais-je. Ne nous disputons pas pour des riens. Des riens, disait-elle avec amertume. Tu appelles cela rien. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne comprends absolument pas de quoi je parle. Parfois, elle pleurait. J'étais si seule, disait-elle. Tu n'as pas idée à quel point j'étais seule. Et j'avais des amis, c'était une chance. Mais j'étais seule quand même. J'admirais ma mère à certains égards.
quoique les relations entre nous n'aient jamais été faciles. Elle attendait trop de moi, me semblait-il. Elle s'attendait à ce que je fasse l'apologie de sa vie et des choix qu'elle avait faits. Je ne voulais pas vivre ma vie selon ses exigences. Je ne voulais pas être le rejeton modèle, l'incarnation de ses idées. Nous nous disputions là-dessus. Je ne suis pas pour la justification de ton existence. Je ne suis pas la justification de ton existence, lui ai-je dit un jour. Je veux qu'elle revienne. Je veux que tout revienne tel que c'était. Mais cela ne sert à rien de le vouloir.